Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. C'est parti pour notre grand débat. Pas question d'annuler l'augmentation des taxes sur le carburant. Le gouvernement garde le cap, mais prend-il un risque? Et cela à 3 jours de la mobilisation des Gilets jaunes. L'exécutif annonce une série de mesures, pas de quoi calmer la grogne. Après 18 mois passés à la tête du pays, Emmanuel Macron vit une période plutôt délicate. Alors ce pays crève de ne pas avoir été réformé. Ça, ce sont les mots d'Édouard Philippe. Êtes-vous d'accord ou pas avec le Premier ministre? Ce qui est sûr, c'est que cette envie de transformation se heurte à la colère, ou plutôt à une somme des colères. On en parle dans un instant avec Damien Adam, Bernard Monod et Benjamin Lucas qui seront sur ce plateau dans un instant. Mais j'accueille pour l'instant Steve. Je rappelle que vous êtes de l'association de Taxi de France et que vous êtes un gilet jaune. Pourquoi allez-vous, malgré les explications ce soir d'Emmanuel Macron ou encore les mesures annoncées ce matin par Édouard Philippe, pourquoi allez-vous bloquer les routes samedi? Alors d'une part déjà pour soutenir les citoyens et d'autre part pour aussi, je dirais, dans un sens, on est impacté tous les jours sur l'augmentation du carburant et que ce soit les taxes toutes confondues. On met à peu près le plein tous les 2 voire 3 jours. Donc chaque augmentation, ça impute sur notre pouvoir d'achat. Et que dites-vous au président de la République qui dit que les 3/4 de cette hausse des prix de carburant n'est pas du fait du gouvernement, que c'est la faute du prix du baril? Ce n'est pas sa responsabilité ou le seul, comment dire, au niveau de l'augmentation. J'y crois pas trop dans le sens où, faut pas l'oublier, que bon, toutes les taxes sur la transition écologique, où vont-elles? À quoi servent-elles? Monsieur Édouard Philippe avait donné un exemple comme la Suède. Mais la France, qu'est-ce qu'elle a fait depuis ces 10, voire 20, 30 dernières années sur la transition écologique? Comme M. Édouard Philippe a dit, depuis 1928, la taxe sur les carburants, où va-t-elle? Ce qui est sûr, c'est que le président de la République assume, il persiste et signe, il garde le cap. Écoutez-le, c'était il y a quelques minutes chez nos confrères de TF1. Cette addition des optimismes. Là, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'addition des colères et l'addition des blocages. Mais ça ne fait pas un projet pour le pays. Un mot sur le blocage. Quand dans un côté, vous avez ensemble des gens qui veulent plus d'emplois publics et des gens qui veulent moins d'impôts, je dis juste aux Français, on est en train de vous mentir et de vous manipuler. On est en train de vous mentir, de vous manipuler. Juste le temps de présenter nos invités. Damien Adam, bonsoir, député de La République En Marche de Seine-Maritime. Bernard Monod, bonsoir, député européen de Debout la France, ex-Rassemblement National, si je me souviens bien. Front National. Front National même, c'était à l'époque. Benjamin Lucas, secrétaire général de Génération. Messieurs, vous avez raté effectivement le petit passage effectivement d'Emmanuel Macron qui parlait de cette somme des colères, car je sais que vous étiez en régie en train d'écouter l'ensemble de cette interview du président de la République. Vous l'avez trouvé convaincant ce soir, le président? Moi, je serais très embêté de commenter. Je vous avoue que j'ai un problème parce que j'ai trouvé ça vide, creux. Il n'y avait pas grand-chose. On a un président quand même qui arrive à bout de souffle. On pensait entendre des choses, on pensait avoir des annonces, on pensait avoir des réponses. Et on a une opération de communication. Au final, c'est encore plus dur que Steve, là. Voire même, je vais vous dire, assez méprisante. C'est-à-dire cette espèce de petite habitude qu'a la classe politique dans ce pays, en partie, j'oserais même dire la caste, d'avoir un réflexe très... quand les réformes sont dénoncées, c'est qu'on ne les a pas comprises. On veut faire de la pédagogie. Donc on va faire... on explique aux Français qu'en fait ils vivent bien, même quand ils ont le sentiment que ce n'est pas le cas. Donc il y a cette espèce de mépris, mais c'est pas surprenant. Emmanuel Macron, c'est quand même celui qui, dans la campagne présidentielle, avait dit « Je connais la pauvreté, quand j'étais étudiant, j'avais 1 000 € par mois ». Donc on a une nouvelle illustration de cette indécence de la part du président de la République. Il y a du mépris, il y a du mépris. Monsieur Lucas, dans l'opposition, il s'oppose, c'est un phénomène assez classique de la vie politique française, c'est pas si grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui a été... d'avoir des convictions et de les exprimer ici. On les voit pas beaucoup, parce que justement, quand on écoute votre leader politique qui était pour la taxe carbone et qui maintenant il dit « Je suis contre et je vais manifester », J'espère qu'on va y venir sur la fiscalité écologique. Dans fiscalité écologique, il y a 2 mots, fiscalité et écologique. On voit la fiscalité. Allez, Damien, allez-y. Je juste la réaction à ce discours du président de la République. Moi, je l'ai trouvé humble, à l'écoute des Français, sachant reconnaître en plus éventuellement qu'il a parfois échoué sur une thématique quand il dit qu'il n'a pas réussi à réconcilier les Français. Et les Gilets jaunes, ce n'est qu'un nouveau mouvement citoyen de personnes qui estiment que la vie politique n'est pas à la hauteur des enjeux. Je le comprends, c'est ce qui m'a moi-même fait m'engager en politique. Il ne vous inquiète pas, ce mouvement spontané des citoyens aujourd'hui? Vous avez un gilet jaune en face de vous. Et ce qui m'inquiète, moi, je vais vous dire, il y a juste un point qui m'inquiète et qui n'est pas à prendre à la légère, c'est que si samedi, par exemple, on a un incendie ou des problèmes de secours, si les routes sont bloquées, comment fait-on pour faire en sorte que les secours puissent arriver à la destination qui est prévue? C'était le message de Christophe Castaner, notre ministre de l'Intérieur, qui a dit attention, vous avez le droit de manifester, c'est un droit fondamental de ce pays, et c'est pas parce que vous n'êtes pas des syndicats que vous n'auriez pas le droit d'avoir ce droit-là. Par contre,
on fait ça dans les règles, on déclare sa manifestation auprès des préfectures, et j'appelle tous ceux qui veulent manifester à vraiment déclarer en préfecture les événements, et surtout à ne pas bloquer complètement les voies d'accès, parce que c'est important pour les secours, pour la police, pour les pompiers. Si vous avez fait vos déclarations pour la manifestation de ce samedi, vous allez faire des blocages total ? Non, pas total, donc c'est pour ça que ça m'étonne. Donc ça laisse à penser que les citoyens ne sont pas responsables. Quand on entend vos propos, non, parce que juste en amont, on a bien dit le mot d'ordre, et si vous regardez sur les réseaux sociaux, et puis on est tous responsables. On a mis la carte qui est impressionnante. On a bien dit de laisser une voix pour les secours. Bien sûr. On se met à la place des autres. Mais c'est important de marteler toujours les mêmes messages pour que tout le monde l'entende. Avant même que le gouvernement le dise, on l'avait déjà dit. Bien sûr. Mais vous savez très bien aussi que sur les pages Facebook ou sur certains messages qui peuvent être diffusés, il y a des messages de réactionnaires, de gens qui veulent faire la révolution, et que c'est important aussi que ces gens-là ils puissent savoir qu'il y a des règles dans ce pays, qu'il y a une autorité, qu'il y a un État qui est présent et qui fera respecter la loi. Est-ce que vous comprenez la colère des Gilets jaunes aujourd'hui ? Il y a eu ces mesurettes d'après les Gilets jaunes qui ont été annoncées ce matin par Édouard Philippe. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le Premier ministre a répondu à côté ? Pas du tout. Baissé au final. Je suis désolé, j'ai pas l'impression qu'on a répondu à côté. Sur les 4 prochaines années, il va y avoir 8 millions de véhicules qui vont être vendus en France. Nous, on annonce une prime à la conversion de 1 million de véhicules sur les 4 prochaines années. Un véhicule sur 8 va pouvoir bénéficier de la prime à la conversion. Vous avez un économiste en face de vous, peut-être, mais il pourra vérifier les chiffres. Il y a 2 millions de voitures qui sont faites chaque année. Sur 4 ans, ça fait donc 8 millions. Donc on annonce 1 million de prime à la conversion, jusqu'à 4 000 €. Je suis désolé, mais c'est quand même une somme qui est importante. Ça permet de remplacer un vieux diesel qui consomme entre 6 et 7 litres par un véhicule essence qui est plus récent et qui va consommer moins de 6 litres au 100. C'est des économies de carburant pour les personnes, c'est des économies en euros pour les personnes, et ça participe à la transition écologique. Et si les personnes ont un peu plus de moyens, elles peuvent même aller encore plus loin et acheter pourquoi pas des véhicules électriques. Il y en a en occasion des Zoé qui se vendent à des prix qui sont assez compétitifs. Et si vous avez un peu plus de moyens, si vous êtes un peu plus haut que le SMIC, vous allez pouvoir un peu plus vous payer ce genre de voiture. Et c'est comme ça qu'on fera participer le plus grand nombre des Français à cette transition écologique. Bernard Monod, est-ce que vous êtes convaincu par ces arguments ? Je rappelle que le président a rappelé plusieurs fois ce soir que les 3/4 de l'augmentation du prix à la pompe ne dépend pas du gouvernement. C'est l'argument qui a été martelé ce soir par le président de la République. Non, je ne suis pas du tout convaincu, vous ne serez pas étonné. Je comprends que la République En Marche soit terrorisée de ce qui va se passer à partir de maintenant. Si, vous allez voir, on en reparlera samedi. C'est le début d'une fronde. La réalité, qu'est-ce qui se passe ? Le pays est en ruine et ruiné. Il est ruiné, pourquoi ? D'ailleurs, je vous coupe. La République En Marche, d'après vous, ils ont quoi ? Ils ont peur des débordements ou ils ont peur... Non, ils ont peur des mouvements de la mobilisation. Qui vont commencer, des mouvements populaires qui vont commencer dans toutes les classes de France, c'est-à-dire les classes moyennes et les classes populaires, qui commencent à bouger à peine. Car on en reparlera dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Vous allez avoir le pays à feu et à sang. Parce que vous l'aurez mis à feu et à sang avec votre président. Là, il est sur le porte-avions Charles de Gaulle. Pourquoi ? Pour nous mener en bateau. C'est ça la réalité, et éventuellement pour se faire catapulter dans les sondages. Voilà la réalité de M. Macron. Là, il y a une seule chose avec laquelle j'ai été tout à fait d'accord avec lui, c'est qu'il a échoué. Il a échoué effectivement dans tous les domaines qu'il avait annoncés, les promesses illusoires qu'il avait annoncées pendant sa campagne. Le chômage est toujours là. On est soumis à l'Allemagne, on va se soumettre avec l'armée fédérale. Donc vous faites le bilan du président Macron 18 mois après son arrivée Je ne fais pas de bilan, je fais un constat actuel. Il n'a pas voulu faire ce soir. Le bilan, on le fera dans 2-3 ans, ce sera catastrophique. Merci de reconnaître que c'est à la fin d'un mandat qu'on vous le verrez, mais il sera catastrophique. Benjamin Lucas, vous le dressez, vous, le bilan ? Moi, je suis à Bruxelles. Justement, je vais le dresser, le bilan. Je sais ce qui est en train de se passer. Il est en train de fossoyer la France et de la livrer, de vassaliser la France à Mme Merkel et à M. Trump. Vous savez très bien que ce n'est pas vrai, que la plupart des pays européens reconnaissent à Emmanuel Macron d'agir pour l'Union européenne et pour la France. Benjamin Lucas. Le bilan, vous voyez, là on en a une illustration du bilan. Emmanuel Macron, moi comme des millions de Français, j'ai mis un bulletin de vote avec son nom dans l'urne au 2e tour de l'élection présidentielle. C'était pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir dans ce pays. Et aujourd'hui, regardez, ils pavoisent. Ils pavoisent et ils se font les porte-parole de la colère parce qu'Emmanuel Macron mène une politique qui casse les services publics, qui crée de la désespérance. Et donc l'extrême droite, je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler, vous allez me laisser parler. Vous allez me laisser parler. Si, je peux vous donner des leçons de morale. À l'extrême droite, toujours. Développez vos arguments. Mais pas extrême droite, monsieur. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'extrême droite ? Vous avez été député européen.
place à notre débat, s'il vous plaît, Bernard Monod. Non, mais vous le dites, qu'est-ce que c'est que l'extrême droite? Qu'est-ce que j'ai d'extrême droite? Vous avez été élu député européen Front National, on pourrait développer ce qu'est ce parti raciste, etc. Et vous voyez, pas le nationalisme aujourd'hui, le racisme, il est anti-français. Si je peux finir, je vais parler du patriotisme. De les mettre à genoux. Je vais parler du patriotisme. S'il vous plaît. Monsieur Mitterrand, en passant par Monsieur Hollande. J'étais pas né à l'époque de Mitterrand. Et les Français. Laissez-moi terminer. On va revenir sur l'intervention d'Emmanuel Macron. On va revenir sur l'intervention d'Emmanuel Macron, effectivement. Mais Emmanuel Macron, justement, donc voilà, le bilan qu'on a, c'est aujourd'hui qui s'est choisi des adversaires. On voit le match qu'on veut nous imposer et il n'est pas le rempart à ça. Et je vais aller plus loin, puisqu'on parle de la France, etc. Emmanuel Macron, il a fait un très beau discours à l'occasion du 11 novembre. Très beau discours, il faut le reconnaître. Dans lequel il parle du patriotisme. Belle valeur. Mais qu'est-ce que c'est que le patriotisme français, si ce n'est cet amour des services publics, cette obsession de l'égalité, cette passion de la justice et notamment de la justice sociale. Et c'est ça qui est cassé aujourd'hui. Et c'est ça qui aujourd'hui renforce les amis de monsieur qui vont exploiter des colères qui en réalité sont des colères, sont un appel à la justice et à l'égalité et pas à la haine et au repli. Ça n'a pas été cassé en juin 2017, ça a été cassé depuis 30 ans par les majorités. Samedi, parce qu'ils vont vous associer. On essaie de réparer les services publics. Alors attendez, Emmanuel Macron, monsieur Hamon, à monsieur Macron, parce qu'ils ont fait partie du même gouvernement. Ne racontez pas n'importe quoi. N'oubliez pas qu'ils ont fait partie du même gouvernement Hollande et qu'auparavant ce sont les enfants de monsieur Mitterrand. D'accord, donc vous réparez ce qui a été cassé. Exactement. Alors Emmanuel Macron était dans les Hauts-de-France, il se trouve qu'il était chez moi, à 10 km de chez moi quand il est allé à Albert. Il y a moins de trains dans ma région. Il y a des lignes qui ont fermé. Il y a moins de services publics depuis que vous êtes au pouvoir. Donc ne dites pas que vous réparez des choses que vous cassez. Alors effectivement, qu'il y a eu des choses qui étaient cassées pendant des années, je l'ai combattu moi aussi en son temps. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on a mis en place une réforme ferroviaire. Oui, parlons-en. Emmanuel Macron a dit qu'elle ne changeait rien à la vie des Français. Allez demander à ceux qui ne peuvent plus prendre le train pour aller travailler, qui sont obligés de prendre la voiture. C'est que leur vie quotidienne, le président de la République a dit qu'il fallait sortir d'une certaine forme de poujadisme social. On en parle dans un instant. Et on reviendra, bien entendu, sur la colère des Gilets jaunes avec Steve, mais également avec toutes ces personnes que nous avons interviewées. A tout de suite. Les Français sont en colère, les automobilistes sont en colère, les retraités sont en colère, les agriculteurs sont en colère, les ambulanciers sont en colère. Et encore une fois, j'ai l'impression que le problème est regardé par le petit bout de la lorgnette. Donc non, ça ne suffira pas du tout pour calmer cette fronde des territoires et cette colère sous-jacente depuis de nombreuses semaines en France. Allez, de retour sur le plateau du grand JT de CNews, deuxième partie de notre débat consacré à cette interview donnée ce soir au JT de 20h par le président de la République, Emmanuel Macron, qui est sous pression, mais qui est apparu combatif chez notre confrère Gilles Boulot. Après 18 mois au pouvoir, le chef de l'État se sait peut-être à un tournant. Et oui, on le sait, ce samedi, donc dans 3 jours, il y a cette mobilisation qui s'annonce, visiblement massive, des Gilets jaunes. On en parle avec Damien Adam, député de la République En Marche de Seine-Maritime. Merci d'être avec nous. Bernard Monod, député européen de Debout la France. Benjamin Lucas, secrétaire général de Génération. Et nous sommes toujours avec Steve, de l'Association des taxis de France. Et vous êtes un Gilet jaune et vous allez donc manifester, bloquer effectivement des routes à ce samedi. On va écouter le président de la République qui maintient et qui souhaite maintenir son rythme de réforme, mais il faut absolument sortir d'une certaine forme de poujadisme social. Écoutez-le. Pour pouvoir avoir une politique juste sur le plan social et aider les plus faibles, ce sont vos impôts qu'ils payent. Et là-dessus, je voudrais quand même qu'on sorte d'une forme de poujadisme contemporain où les mêmes qui vous disent, à longueur de journaux télévisés, on paye trop d'impôts, sont les mêmes qui vous disent, dès que vous commencez à demander des efforts ou à faire des réformes en profondeur, vous disent ne touchez pas aux dotations, ne touchez pas, ne demandez pas d'efforts aux collectivités locales, ne demandez surtout aucun effort ou aucun changement au monde du logement social, ne demandez aucun changement, ça n'est pas possible. Benjamin Lucas, que répondez-vous au président de la République? Il a oublié quand il a fait sa tirade sur à quoi servent les impôts, d'ailleurs comme si les Français ne le savaient pas, comme s'ils ne le constataient pas dans leur service public que Emmanuel Macron est en train de détruire. Il a oublié de dire une chose, c'est que les impôts des Français, ils ont surtout servi dans ce quinquennat à faire un cadeau fiscal à ceux qui payaient l'ISF et qui ne le payent plus. C'est ça la réalité aujourd'hui de l'effort qui a été demandé aux Français. Donc voilà, il est... Sa réponse au ras-le-bol fiscal des Français? Oui, il n'y a pas de réponse au ras-le-bol des Français, il n'y a pas de réponse aux colères, puisqu'il dit « je ne changerai rien ». Puisqu'il est comme tous ces présidents à bout de souffle, mais on est comme François Hollande quelques jours avant son renoncement, là. On est sur un président qui n'a plus rien à dire, qui n'a plus de souffle, qui n'a même plus d'énergie pour défendre, et qui dit « bon, j'ai peut-être fait quelques erreurs », mais c'est toujours des erreurs de communication, c'est voilà, les Français ne comprennent pas. Et en fait, ma pensée complexe ne peut pas être comprise par les Français. C'est indécent et c'est méprisant.
Damien Adam. Moi, je veux bien qu'on revienne complexe du président de la République sur l'ISF. Le fait est que la France était le seul pays d'Europe à avoir l'ISF et la situation économique du pays était pas meilleure que les autres. Donc, c'était pas ça. Je croyais qu'il fallait être fier d'être la nation française. C'est vrai ça, Bernard Monod, en chiffres patriotique. On pouvait l'être sur la fiscalité. Les problèmes sont pas là. Les problèmes sont pas là. Ça se chamaille pour des détails. Le fond du problème, c'est qu'on est soumis à l'Union européenne. Il est vassalisé. Donc vous êtes le député européen quand même. Par Madame Merkel. Quand elle est sur votre fiche de paye, l'Union européenne, elle est moins problématique, monsieur. Êtes-vous au courant que vous êtes député européen? Est-ce que je peux parler et terminer mes phrases? On est arrivé en tête, monsieur. Pourquoi? Parce que déjà avec. Mais qu'en avez-vous fait cette position de tête, monsieur, depuis 6 ans, l'Union européenne n'a rien du tout. On a découvert toutes si ce n'est de détourner de l'argent pour que le gouvernement Hollande personnelles. et tous les gouvernements précédents ont fait, notamment sur la fiscalité. Est-ce que vous savez qu'il y a 100 milliards d'euros qui tous les ans fuient la France? Vous savez pourquoi? Parce que les GAFAM et les multinationales ne payent pas leur impôt en France. Et c'est pour ça que Bruno Le Maire il se bat au niveau de l'Union européenne pour mettre en place une taxe spécialement sur la GAFA. Il est bloqué par les règles de l'Union européenne, monsieur. Alors tout ça, c'est du cinéma. Comme monsieur Macron ce soir. Quelles sont vos propositions? Il est en train d'endormir les Français et qui sont en train de hurler parce qu'ils sont en train de souffrir. Ils en ont et vous les récupérez, les Français. Avant c'était Hollande, avant c'était Sarkozy. Et avant c'était Mitterrand. Je vous rappelle que Mitterrand c'était la Francisque Mitterrand. Benjamin Lucas. Personne ici n'est venu défendre François Mitterrand. Et personnellement, je n'ai jamais rencontré François Mitterrand. Oui, mais c'était quand j'avais 5 ans. Donc je ne sais pas pourquoi vous avez une obsession ce soir. Je pourrais vous parler de ceux qui sont vos mentors politiques, de ceux qui sont les fondateurs du Front National. Je pourrais vous parler du maréchal Pétain. Donc il n'y a pas de problème. Allez parler des mensonges des socialistes. Ce que je voulais dire justement, c'est là j'ai envie de m'adresser à nos compatriotes qui sont humanistes, écologistes, citoyens européens qui veulent défendre l'Union européenne. Est-ce que vous avez envie que le match des élections européennes ressemble à ça, à cette foire d'empoigne entre des adversaires qui se sont choisis, qui se servent mutuellement les uns parce que la politique qu'ils conduisent, c'est le cas d'Emmanuel Macron, sert les nationalistes, les populistes et d'autres, qui veulent récupérer les colères, les avez mis dans la rue les Français pour nous amener à des solutions nationalistes. Monsieur Lucas, quel est votre projet? Parlons un peu projet. Détendez-vous. Parce que vous parlez, mais quel est votre projet? Personne ne sait ce que vous proposez. Si ce n'est de vous opposer à nous. C'est de laisser la France dans l'Union européenne pour qu'elle continue de la même manière. Non, mais par exemple, parlons d'écologie. Moi, je pense qu'on ne peut réussir la transition écologique qu'à l'échelle du continent. Et donc, il faudra mener des politiques extrêmement ambitieuses en matière de transition écologique. Et donc, renforcer le budget de l'Union européenne comme nous le défendons, comme nos parlementaires européens le défendent en ce moment au Parlement européen. Mais arrêtez, c'est bon là, détendez-vous. Détendez-vous, on peut discuter de projet contre projet. J'attends toujours votre projet. Parce que notre projet, nous, en Europe, c'est pas de l'incantation en disant le nationalisme, c'est la guerre, c'est mal, ce qui est vrai. Et nous sommes le rempart alors que vous ne l'êtes pas. Donc, je vous parle de la transition écologique. Je vous parle par exemple de l'accueil des migrants. Quand vous fermez les yeux, quand des femmes, des enfants et des hommes meurent en Méditerranée, que vous refusez d'accueillir l'Aquarius, nous proposons une politique de l'accueil au niveau européen. Et je peux décliner comme ça tout un projet européen. Il n'y a pas de problème. Je serais ravi de venir en débattre avec vous. J'ai juste une question. Non, on pourrait parler de démocratie, on pourrait parler de convergence sociale aussi. J'ai juste une question. Oui, ça fait 20 ans qu'on en parle, on n'a jamais rien fait. Parce que c'est surtout pas vous, ça c'est clair. Tous les trois dans ce débat, et j'aperçois Steve, et j'ai l'impression qu'il y a comme un décalage. Tout à fait. Après, je pense que le peuple n'est pas entendu. On a l'impression qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas où on en est. C'est le cas pour le président de la République, c'est le cas aussi pour les autres partis? Je ne mettrai pas tout le monde dans le même sac, mais après, non, je dirais non. Ce qui se passe, c'est que je suis d'accord avec monsieur dans le sens, quelle aide on a de l'Union européenne? Et c'est vrai que monsieur disait, on est soumis à des dispositions européennes. La preuve, ma corporation a changé de ministère. On est soumis aux lois de transport européennes. Donc, quelles aides, je vous pose la question à vous, quelles aides de l'Union européenne vous allez donner aux Français pour les 8 millions de véhicules? C'est bien ça que vous avez dit. Hein. Donc, non, et le marché... Il y a 8 millions de véhicules qui vont être mis sur le marché dans les 4 prochaines années. Sur ces 8 millions de véhicules, il y en a 1 million qui vont pouvoir bénéficier de la prime à la conversion. Puisqu'il y a 1 million de primes à la conversion qui sont... C'est vouloir éteindre le feu de la colère avec un pistolet à eau à peine rempli. Vous pouvez nous donner le coût d'un véhicule électrique, parce que bon, vous n'avez pas quantifié le coût d'un véhicule électrique ou hybride, parce que vous n'avez pas mis cette alternative-là. Pour moi, les véhicules hybrides, c'est un faux sujet, parce que c'est plutôt des véhicules qui sont haut de gamme et qui ne sont pas très accessibles pour les Français. Moi, je m'intéresse surtout aux Français... Non, je suis désolé, vous avez un constructeur japonais. Oui.
qui a... Il y a beaucoup de taxis qui sont effectivement avec Exactement, on a 40% de ma profession. Je suis désolé, Toyota, désolé de le nommer, mais Toyota n'est pas... non, hydrogène, ça c'est une autre paire de manches. Il y a aussi des taxis hydrogène. Sur ce sujet-là, on peut aller très loin. Il y a aussi des taxis hydrogène, monsieur, dans Paris. Bien sûr, mais attention, ces sujets-là n'intéressent pas les Français. Tous ces sujets-là n'intéressent pas les Français. Qu'est-ce que vous allez faire? L'air qu'ils respirent, ça les intéresse un peu pas, monsieur. Ça vous intéresse pas. Le déclassement dont vous êtes tous responsables. Je suis désolé, monsieur, mais vous vous intéressez aux gilets jaunes, mais vous vous intéressez pas aux gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un véhicule électrique. Moi, je les éleveurs qui sont les personnes pas ensemble, pas tous ensemble, s'il vous plaît. Neuf. Moi, je m'intéresse aux gens qui veulent acheter des véhicules d'occasion pour pouvoir consommer moins, pour pouvoir avoir un peu plus de pouvoir d'achat, pour pouvoir simplement manger à sa faim, pour pouvoir se loger et pouvoir aller au travail. Total paye le pouvoir d'achat des retraités, vous l'avez saboté, monsieur. Est-ce que Total paye ses impôts en France? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une aide de Total? C'est lui qui est à la base de tout ça. Alors Total, il participe aux impôts beaucoup plus que les GAFA, par exemple. Il paye 33,33% d'impôts et comme toutes les entreprises françaises, il va arriver à 25% d'impôts. Quelle ignorance des dossiers. Vous n'avez pas répondu à ma question. Quelles aides de l'Union européenne? Parce que là, on parle de faire des efforts au niveau des Français. Mais c'est pas une prérogative de l'Union européenne, je pense, ce sujet-là. Par contre, l'Union européenne investit. Il y a la COP 21, il y a plusieurs. C'est pas l'Union européenne, c'est la COP 21. Par contre, l'Union européenne investit dans les mobilités du futur. On est en train de réfléchir à un sujet au niveau des batteries. Vous êtes en train de réfléchir, mais là, avec des moyens colossaux, monsieur. Sur les dispositions que vous avez que vous allez mettre en place sur l'arrêt des véhicules gasoil mi-juillet en 2019. Est-ce que vous avez pensé aux répercussions? On n'a pas l'arrêt des véhicules diesel mi-2019. Je ne sais pas où vous avez vos informations, mais vous êtes 2001, pardon. Autant pour moi, j'ai oublié de préciser. Donc vous approuvez bien que mi-juillet 2019, les véhicules de moins de, avant 2001 ne pourront plus circuler. Non, à terme. C'est faux, mais la seule chose qu'on a dit, c'est qu'en 2040, il y aurait la fin de la vente de véhicules thermiques. Là, vous me parlez de 2040. Alors d'aujourd'hui, on est en 2018. Donc, qu'est-ce que vous dites aux Français qui ne peuvent pas investir sur un véhicule hybride ou électrique? Eh bien, moi je vous dis, avec la prime à la conversion qui va être apportée à 4 000 € pour les 20% les foyers les plus modestes, vous allez pouvoir investir dans un véhicule d'occasion. Par exemple, prenons une Citroën C3. Ça vaut aujourd'hui d'occasion à 6 000 €. La personne, elle pourra déduire de ces 6 000 €, 4 000 € la prime à la conversion et de sa poche, elle n'aura plus qu'à débourser 2 000 €. Oui, des sujets concrets, on arrive vers la Dans le budget de l'État, monsieur, ça coûte 500 millions d'euros. Nous allons prioriser ce sujet-là plus que d'autres et nous allons trouver les moyens parce qu'en même temps, on mène une transformation de l'État, et le président de la République l'a rappelé, qui permettra de faire des économies et de financer des baisses d'impôts. L'année prochaine, c'est 6 milliards d'impôts qui vont baisser. C'est un bar cette mobilisation ce samedi, ces Gilets jaunes, et le président qui a délivré un certain message à ceux qui tentent de récupérer ce mouvement. Moi, j'entends la colère et je pense que c'est un droit fondamental dans notre société de pouvoir l'exprimer. Et donc que nos concitoyens qui considèrent qu'aujourd'hui, ils ne sont pas entendus, pas considérés, s'expriment et le disent, d'abord il faut le respecter, il faut l'entendre, et ils ont tout à fait le droit de manifester, de s'exprimer, et ils le feront samedi. Ensuite, je dis méfiance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent récupérer ce mouvement. Beaucoup de gens. Il y a beaucoup de partis politiques. La France Insoumise, une partie des socialistes. Tous les partis sauf le vôtre et les écologistes, oui. C'est un bon résumé. Bernard Monod, Debout la France, instrumentalise-t-il ce mouvement? Bien sûr, ils sont en train de prendre la main, le peuple est en train de reprendre la main par rapport à l'élite. Il vous l'avouait tout à l'heure, il a dit « je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple avec l'élite ». Cette fausse élite qui nous dirige depuis 40 ans, hein. L'UMP, le PS et maintenant la REM. Ne me montrez pas du doigt, hein. J'en ai 28 et 40 ans. Attendez, derrière vous, il y a beaucoup de monde, c'est le socialiste. Les socialistes, on les a vus au pouvoir et on les a vus... Et les fascistes aussi, monsieur. Et les fascistes aussi. Comment dire, le traité de Maastricht, c'est bien, François Mitterrand, le traité de Lisbonne ensuite... Vous avez vraiment une fixette sur François Mitterrand, monsieur. Oui, mais ça remonte très loin. Voilà. L'Union européenne, elle a 25 ans. Le Front National aussi, ça remonte très loin. Et c'est vous. Voilà. Donc le sujet, la question de fond qui n'est pas évoquée là ici, c'est l'armée européenne. Madame Merkel, hier à Bruxelles, à Strasbourg, elle est venue, elle nous a annoncé qu'elle était d'accord avec M. Macron pour et on a vu les réponses du coup d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Donald Trump. Qu'est-ce qui va se passer? M. Macron va donner la main à Madame Merkel sur la question de l'armée européenne, qui va être une armée fédérale, qui ne marchera évidemment pas. D'abord, il devrait commencer par faire de la diplomatie. Vous ne pensez pas qu'Emmanuel Macron le lead aujourd'hui sur cette question? Et ce qui est en train de se passer, c'est en fait la vassalisation auprès des États-Unis, alors que le jeu de rôle entre Trump et Macron, aujourd'hui, c'est un jeu de dupes. C'est tout l'inverse aujourd'hui. Non, monsieur, ça c'est ma lecture à moi. Voilà. Aujourd'hui, la France est protégée par l'OTAN. Ce qui est en train de se passer... Si on veut créer une armée européenne, c'est justement pour être indépendant de l'OTAN et géré par les États-Unis. Macron sortira à ce moment-là de l'OTAN.
Voilà, et du commandement intégré de l'OTAN. Parce que sinon, on va financer l'armée allemande et derrière l'armée américaine. Parce que nous sommes engagés dans l'OTAN. Moi, je voudrais réagir à... Monsieur Monod dit quelque chose de révélateur dans le débat, si je peux revenir sur la question indépendant, c'est tout. C'est ce qu'on veut, justement. Je vais revenir sur Monsieur Monod a dit tout à l'heure quelque chose en disant, quand il y avait un débat intéressant d'ailleurs sur quelles alternatives on met en place dans l'automobile, vous avez dit, oh, ça n'intéresse pas les Français. On voit le problème dans lequel on est. Et moi, c'est là où je pense que le gouvernement a une grande responsabilité. C'est qu'on essaye d'opposer ceux qui veulent la qualité de l'air à ceux qui veulent la qualité du porte-monnaie. Eh bien, cela nous trompe. Ceux qui opposent ces deux sujets nous trompent. Et moi, j'aimerais un mouvement de gilet vert, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on explique que ce combat pour la transition écologique, il est aussi un combat social. En fait, du patriotisme économique, ça c'est intrinsèquement écologique, monsieur. Fabriquer local pour consommer local, ça c'est typiquement écologique. Vous êtes un mondialiste, et donc comme tous les socialistes, et vous faites importer des quantités énormes de produits de l'étranger. Par exemple, moi je suis pour une fiscalité écologique, parce que je pense que nous devons anticiper les transitions et changer de modèle. Mais dans fiscalité écologique, je le disais tout à l'heure, il y a fiscalité et il y a écologique. Et donc, comment on finance aujourd'hui la transition écologique? Donc vous êtes pour l'augmentation de la taxe carbone? Or, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que la fiscalité, elle n'est pas écologique et qu'on se sert de l'écologie comme d'un prétexte. Et c'est ça aussi qui nourrit. Moi, je crois que, puisqu'on parle de patriotisme, ce qui nourrit dans notre pays la plus grande passion, c'est celle de la justice. Et c'est, j'allais dire, toute l'histoire de notre pays en témoigne. C'est pas celle de la haine. Mais vous voyez la sortir de l'Europe, qui a peur des autres, etc. Et cette soif de justice, c'est aussi une soif de justice vis-à-vis des impôts, vous tous. C'est aussi une soif de justice vis-à-vis des impôts. Et donc les Français, ils veulent la transition écologique parce qu'ils veulent, comme tout le monde, des enfants qui vivent dans un monde respirable. Mais ils veulent. Vous savez faire que de l'imposition, des taxes et des dettes. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous n'écoutez rien. Mais bien sûr. Vous avez votre discours. On connaît votre cinéma depuis 40 ans. Nous, on connaît le vôtre depuis plus de 40 ans, monsieur le cinéma. Et on aura bien sûr l'occasion d'en reparler. On rappelle bien sûr que dans 3 jours, c'est un mouvement des Gilets jaunes. Merci beaucoup, Steve. Gilets jaunes. Et vous serez effectivement. Vous allez bloquer les routes ce samedi du côté de Paris. Et on sera aux côtés des Gilets jaunes. Et vous serez bien sûr à Debout la France, aux côtés des Gilets jaunes. Merci encore à vous, Damien Adam, et merci à vous, Benjamin Lucas. Le débat est très animé. Il continue dans un instant avec Sonia Mabrouk dans les voies de l'info. Ne bougez pas, le débrief, c'est dans 2 petites minutes. A tout de suite avec Sonia.